La traduction et l'interprétation dans les organismes continentaux africains, enjeux, contraintes et perspectives. Traduire a toujours été une préoccupation dans le contexte africain. On ne le dit pas assez, mais l'Afrique est une véritable tour de Babel. Selon de récentes statistiques, les linguistes recenseraient plus de 2000 langues vivantes sur le continent africain, ce qui, il faut le souligner, représente quand même le tiers des langues de la planète. Il est donc évident que nous sommes tout à fait fondés à traiter de la question de la traduction et de son corollaire, l'interprétation, dans le contexte africain. Un si grand nombre de langues pourrait faire penser qu'il y a une incompréhension totale entre les Africains, alors que la réalité sur le terrain est tout autre. En effet, bien après bien des débats et des querelles, l'érudition moderne a finalement retenu l'existence de quatre grandes familles de langues endogènes au continent. Il s'agit respectivement de la famille dite afro-asiatique, dans la mesure où elle regroupe environ 355 langues vivantes, dont 299 sont parlées sur le continent africain. Anciennement appelée famille camito-sémitique, elle offre la particularité de réunir dans le même moule des langues du terroir et des langues pratiquées en dehors des limites du continent, comme l'arabe qui se trouve être la langue la plus parlée de l'Afrique en termes de population. La famille nilo-saharienne, qui regroupe 197 langues vivantes et 35 millions de locuteurs, et qui s'étend sur une grande partie du Sahara, le cours du Haut-Nil et une grande frange des plateaux de l'Afrique de l'Est. Elle est constituée de 12 groupes de langues et parmi ces 12 groupes, seulement deux sont localisés en Afrique de l'Ouest. Il s'agit respectivement du Songhai, parlé dans les pays suivants, Mali, Niger, Burkina, Bénin, et du Kanuri, attesté au Niger, Nigeria, Cameroun et Tchad, autour du lac du même nom. La troisième famille, c'est la famille Khoisan, constituée de 22 langues pour seulement 360 000 locuteurs. C'est la plus petite famille des langues d'Afrique. Elle est attestée dans l'Afrique australe, autour de quatre pays suivants, le Botswana, l'Angola, l'Afrique du Sud et la Namibie. C'est la langue de peuples qui ont été victimisés par le premier génocide du XXe siècle, le massacre des Héréros par les Allemands dans le sud-ouest africain en 1904. La dernière famille, c'est la famille Niger-Congo et elle recense plus de 1500 langues, faisant d'elle le groupe de langues le plus porteur au monde, avec 22% des langues mondiales et 71% des langues du continent africain. Toute l'Afrique de l'Ouest est concernée par cette famille qui se focalise en Afrique sub-équatoriale autour du bantou qui se trouve être la langue véhiculaire de tout le bassin du Congo. Depuis les origines, les Africains communiquent donc et ce multilinguisme n'a jamais constitué un problème particulier dans le contexte africain. Au contraire, cette diversité a toujours été vécue comme une richesse et la pratique de plusieurs langues a toujours été attestée dans les sociétés africaines les plus anciennes. Mais il est sans doute important de retracer ici l'évolution du phénomène de la traduction en Afrique. Le linguiste traditionnel, la traduction des origines au XIXe siècle. L'Afrique est la terre de la parole. Il n'y a pas un endroit qui ait plus que l'Afrique donné ses lettres de noblesse à la parole. Si en Europe et ailleurs dans le monde, seuls les écrits demeurent, en Afrique, la parole a toute son importance. Dans la société traditionnelle précoloniale, un homme était investi de la lourde mission de véhiculer, conserver, proclamer et sauvegarder la parole. Il possédait la faculté de parler beaucoup de langues. Et à ce titre, il était la personne idéale pour traduire les messages d'un roi à son voisin, d'un peuple à un autre. Il traduisait, mais bien souvent aussi pour des raisons politiques, il interprétait.
Cet homme, vous l'aurez compris, il s'agit de griots que nous connaissons en Afrique de l'Ouest. Il est difficile de tracer l'origine des griots, mais nous savons qu'ils ont vu le jour dans l'ère culturelle mandingue qui s'étend sur la quasi-totalité de l'Afrique de l'Ouest. Durant l'époque des grands empires médiévaux africains, la figure du griot était inséparable de celle de son suzerain, le roi, dont il chantait les louanges tout en conservant ses archives dynastiques sonores. Tant que l'Afrique fut l'Afrique, elle ne sortit pas de son cadre culturel et la figure du griot traversa donc les siècles jusqu'à notre époque où il joue encore un rôle social indéniable. À cette époque antique, l'acte de traduire était hautement politique. Il s'agissait d'harmoniser les relations entre nations africaines belliqueuses et le griot, qui faisait office de spécialiste officiel des langues, assermenté par la volonté populaire, était une courroie de transmission entre les différents peuples de l'empire multiethnique de l'Afrique de l'Ouest. Vivant à l'ombre du pouvoir impérial, il travaillait pour ces derniers qui lui fournissaient la protection et la considération. La traduction était donc fortement orientée à cette époque. On ne traduisait pas pour le plaisir de traduire, on traduisait dans un sens attendu pour le pouvoir impérial. Cependant, le griot a toujours prétendu que sa parole est exempte de tout rajout et de toute restriction. Dans Sundiata ou l'épopée mandingue, le griot Mamadou Djeli Kedian Kouyaté, avec beaucoup de fierté, s'exprime et s'exclame et se justifie. Nous sommes les sacs qui renferment les secrets plusieurs fois séculières. Ma bouche est pure de tout mensonge. C'est la parole de mon père. Nous voyons ainsi que des origines au XIXe siècle, la figure du griot renvoie à celle mitoyenne du roi et par conséquent à l'autorité. Cet aspect des choses sera renforcé et perverti avec la période coloniale. Le traducteur-interprète colonial du XIXe siècle à nos jours. À partir du XIXe siècle, en effet, la figure royale ayant été vaincue par la force coloniale sera remplacée par celle de l'administrateur français qui va s'appuyer sur le traducteur-interprète local dont Amadou Hampâté-Bâ nous dressera un tableau inoubliable dans son roman biographique L'étrange destin de Wangré. Un changement de paradigme va alors s'opérer. Le traducteur va orienter sa traduction dans le sens qui lui plaît. On a vu avec Wangré une sorte de revanche de la tradition par la traduction, qui fait que Wangré traduit de la façon qui lui plaît et qui est la plus favorable aux intérêts des Africains. Ce texte nous montre ainsi une traduction consciente d'elle-même qui se donne la mission de promouvoir ses propres intérêts. Cela peut faire sourire, mais il semblerait bien que la posture de Wangré soit carrément post-coloniale. Il a conscience de tout le pouvoir de la traduction et se joue du pouvoir des administrateurs. Il se sert de la parole comme d'une arme et défend ceux qu'il aime. Mais l'interprétation doit aussi être analysée. Au XIXe siècle, l'interprétation des ordres de l'administration blanche était bien souvent laissée à la description des interprètes locaux qui étaient passés maîtres dans l'art de rendre intelligibles les désirs des dieux de la brousse. Bien souvent, la parole du blanc fut altérée, édulcorée, changée. Les progrès de l'école nouvelle dont parlera Samba Diallo dans L'aventure ambiguë furent à ce point lents que durant toute la colonisation, la place de l'interprète traducteur ne souffrit d'aucune menace. On avait vraiment besoin de lui. Arrive maintenant la figure du fonctionnaire africain, et ça, nous sommes à partir de 1960 jusqu'à environ dans les années 2000. La situation allait changer avec l'accession des Africains à l'indépendance où la figure de l'interprète sera investie de nouvelles dynamiques. Ainsi, de 1960 à 2000, le traducteur en contexte africain sera surtout un fonctionnaire évoluant au sein de l'administration publique ou dans les organisations continentales.
C'est de ce traducteur que nous entendons parler à présent. La survenue des indépendances fera que chaque pays va développer sa propre autonomie et la traduction permettra de jeter un pont entre les différentes nations africaines. L'indépendance a créé des nations jalouses de leur autonomie, cependant réunies par les anciennes langues de la colonisation. En effet, nous voyons bien que les Africains ont choisi de conserver les langues des anciens colons. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, notre région, il s'agit du français, mais il y a aussi l'anglais, le portugais, l'espagnol. Les traducteurs africains vont donc à partir de 1960 jongler avec ces langues pour permettre la compréhension entre les Africains. Africa Hall, le palais de l'unité africaine à Addis Abeba en Éthiopie, va ainsi accueillir des hordes de traducteurs et d'interprètes qui passeront d'une langue à l'autre. On peut se poser la question de savoir les points de ressemblance et de divergence avec, d'une part, le linguiste traditionnel et d'autre part, le traducteur colonial. Parlons-nous de la même figure chargée de rendre intelligible le message de l'autorité? Quel est donc le changement introduit par l'indépendance? Au début des indépendances, la fonction de traducteur dans les organismes africains était une fonction prestigieuse, enviée de la population. Il n'était en effet pas à la portée de tout le monde de posséder les langues étrangères au point de les traduire à un niveau international. Les traducteurs-interprètes de conférences étaient donc très bien vus socialement et des villes comme Dakar, Abidjan ou Addis Abeba étaient très convoitées car il s'y trouvait toutes les commodités pour les services de traduction avec toutes les conférences qui s'y déroulent. Dakar est ainsi, en 50 ans, devenue une capitale africaine pour les congrès, les colloques et les sommets internationaux. À côté de cela, il faut aussi ajouter les efforts qui ont été faits pour créer des outils pour encadrer et faciliter la fonction de traducteur. Nous pouvons ainsi citer la TAO, ou traduction assistée par ordinateur, qui facilite considérablement le travail du traducteur en confiant à la machine tous les aspects rébarbatifs et répétitifs du travail. Il y a aussi des outils numériques pour la traduction simultanée des langues africaines qui ont permis à la traduction africaine de s'affirmer sur la scène internationale. Ce fonctionnaire africain qui va de conférence en conférence est bien différent du linguiste traditionnel qui était chargé de défendre les intérêts de celui dont il chantait les louanges. En tant que fonctionnaire, il est assujetti à un devoir de fidélité à l'égard de son employeur dont il traduit le message. Dans le contexte africain, il s'agit de documents de travail très techniques, des mémorandums, des rapports de mission, des notes verbales ou autres documents qui peuvent apparaître désincarnés, dont il faut faire la traduction d'une langue européenne à une autre ou plus rarement d'une langue européenne à une langue africaine. L'Union africaine reconnaît en effet le swahili et toute autre langue africaine comme langue de travail. Le traducteur africain de 1960 à 2000 a été un fonctionnaire d'État, un professionnel de la traduction qui opérait pour un État, une institution régionale ou une grosse multinationale. De l'an 2000 à nos jours, apparaît une nouvelle figure qui est celle du traducteur freelance. Mais nous remarquons ainsi qu'au début des années 2000, un vent nouveau va souffler sur la traduction en contexte africain. Le milieu professionnel de la traduction va s'enrichir de nouvelles techniques et de nouvelles approches. L'ancienne école qui privilégiait les discours d'autorité traduits d'une organisation vers une autre va céder le pas à une nouvelle approche plus axée sur l'interprétation. Les traducteurs vont ainsi cesser d'être des employés, ce seront à présent des traducteurs freelance responsables de leur propre structure qui, fort de leurs connaissances linguistiques, offrent leurs services aux plus offrants. On va ainsi passer d'un fonctionnariat d'État à un mercenariat linguistique. Avec la liberté et la flexibilité offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il sera à présent possible à un traducteur guinéen, perdu dans le Fouta Djallon, de traduire un texte de l'anglais vers le français pour une structure domiciliée au Panama. On appelle cela la globalisation.
Des structures très puissantes vont ainsi se mettre en place et certaines villes, sentant l'étendue du marché potentiel, vont mettre des ressources considérables dans l'aménagement de lieux et d'espaces où se fera une traduction de qualité. Les capitales abritant les institutions continentales africaines sont ainsi de grands lieux de traduction. Nairobi, Addis Abeba, Dakar, Abidjan, Kampala, Kinshasa. Même si ces structures, à l'image des Nations Unies, ont leur propre personnel qui est fidélisé, elles recourent de plus en plus à un personnel externalisé qui agit en qualité de consultant. Ce sont des prestataires de services qui, n'appartenant pas complètement à la structure, permettent néanmoins à cette dernière de faire quelques économies. C'est là le nouveau modèle économique utilisé par les grandes organisations. La traduction est donc perçue comme un service que l'on rend et que l'on consomme, au même titre qu'une étude que l'on pouvait avoir commandée à un groupe de consultants. Les offres étant très nombreuses, la traduction s'est considérablement démocratisée et de nos jours, tout le monde peut se l'offrir. À cela s'ajoutent les moyens technologiques actuels qui permettent à la machine de traduire à la place de l'homme. Il apparaît ainsi que la fonction de traducteur évolue à une très grande vitesse et que de nouvelles applications voient le jour de façon continue. Quelles peuvent être les contraintes dans le secteur de la traduction en contexte africain? Cherchons à présent donc à voir quels sont les défis et les contraintes dans le contexte des organisations africaines. La question linguistique renvoie à des considérations historiques et ces contraintes et défis sont liés à certains points que nous allons rapidement citer ici. La traduction en Afrique se fait entre les langues européennes qui sont le legs de la colonisation. Le Hausa, le Yoruba, le Swahili, qui sont des langues de très grande diffusion, ne sont encore utilisées que de façon marginale. Elles ne peuvent rivaliser avec les langues officielles des États africains. Cela est sans doute une grosse difficulté pour l'Afrique qui dépense des ressources considérables pour la protection, la promotion et la traduction des langues européennes, alors que des fonds pour la défense des langues africaines sont très maigres. C'est un problème philosophique, politique, culturel et spirituel pour l'intelligentsia africaine. Toujours dans le même ordre d'idée, la non-formalisation des langues africaines fait qu'il est pratiquement inutile de traduire toutes les sessions de l'Union africaine dans une langue comme le Swahili. En effet, si la majorité des 100 millions de Swahiliphones de l'Afrique de l'Est pourraient y comprendre quelque chose, même s'ils ne sont pas tous lettrés, qu'en sera-t-il des citoyens des autres régions d'Afrique ne maîtrisant pas le Swahili? Un Wolof de Dakar, un Akan d'Abangourou ou un Touareg de Tamanrasset seraient exclus de la compréhension de ce texte pourtant important pour tous les fils d'Afrique. On voit ainsi que l'enjeu de la traduction en Afrique est important. Il s'agit d'unir les enfants d'Afrique en faisant alterner les différentes langues du continent et en les faisant dialoguer avec les langues européennes. Hélas, 50 ans après les indépendances, le dialogue entre les langues européennes et les langues africaines est toujours un monologue bruyant. Sur le plan de la formation aussi, il faut remarquer les contraintes qui empêchent à la traduction de remplir son rôle en Afrique. Il existe bien des instituts de formation à la traduction, mais il semble qu'il n'y ait pas eu une véritable réflexion épistémologique sur la traductologie et que cette dernière n'est pas vraiment inscrite dans les cursus universitaires africains. Elle n'est pas vécue comme un objet de recherche, un moyen de mieux comprendre les sociétés africaines et de les unir. Cette nécessité se fait pourtant jour, car la traduction peut permettre d'amoindrir l'état de belligérance de certaines régions du continent. Au-delà de la transmission du message, la traduction pourrait ainsi permettre d'apaiser les tensions politiques et d'éviter des bains de sang. Le Nord est bien outillé pour les services de la traduction, mais il faut se féliciter des efforts et des avancées faites par certains chercheurs et instituts en Afrique qui proposent des solutions numériques et des outils liés aux nouvelles technologies. Pour arriver à un certain niveau, les Africains doivent encore combler le fossé numérique qui les sépare du monde développé. La libéralisation du secteur et sa démocratisation font
font aussi que la qualité des traducteurs chute. En effet, il est de nos jours très facile de s'improviser traducteur quand on parle le français et l'anglais. L'Internet regorge d'offres de papier à traduire moyennant la signature d'un contrat. Ce sont généralement des internautes à la recherche de revenus complémentaires qui n'ont pas tous été formés avec les exigences requises par une traduction de qualité. Ne maîtrisant pas parfaitement les deux langues de travail, ils livrent des traductions imparfaites, ce qui impacte négativement la traduction africaine. Cela aussi doit être tenu pour un obstacle au parfait développement de la traduction en contexte africain. Mais après avoir fait un tour rapide des contraintes dans la traduction en Afrique, il convient de voir quelles sont les réussites dont nous pouvons être fiers. Les réussites de la traduction organisationnelle en contexte africain. Beaucoup d'efforts ont été faits par les Africains pour promouvoir les langues nationales par le biais de la traduction. L'outil informatique revêt à ce titre une importance capitale dans cet objectif. Les nouveaux moyens technologiques ont été mis à contribution et nous pouvons ici parler d'une plateforme numérique dénommée OB Translate, dont l'objectif est de traduire plus de 2000 langues africaines pour permettre aux habitants des zones rurales d'accéder facilement aux marchés mondiaux. Cette irruption dans le monde moderne va permettre à des millions d'Africains d'avoir accès aux ressources infinies du commerce mondial dans le respect de leur identité linguistique. Le promoteur de ce projet estime en effet que 63% de la population en Afrique subsaharienne n'a pas accès aux marchés mondiaux en raison des barrières linguistiques. Plus de 52 langues autochtones d'Afrique ont disparu et n'ont pas de locuteurs natifs, ajoute Emmanuel Gabriel, fondateur d'Open Binacle, une entreprise basée en Allemagne et créatrice d'OB Translate. Le cas n'est pas isolé et même des étudiants se sont mis dans la danse. Ainsi, 2 étudiants africains ont mis au point un logiciel capable de traduire le français en Fongbe, une langue largement parlée dans la partie sud du Bénin. Dénommé FFR, le logiciel a été inventé par le Béninois Bonaventure Dossou et le Nigérien Chris Emezue. Les deux étudient en Russie. Il faut dire que l'idée de mettre au point ce programme informatique basé sur l'intelligence artificielle est née des difficultés rencontrées par ces 2 jeunes gens pour communiquer avec leurs parents en langue africaine. Même les génies de l'informatique, les GAFA, sentent tout le potentiel qui se trouve derrière les langues africaines. Et ainsi, après avoir introduit entre autres le Swahili et le Hausa dans ses moteurs de recherche, le géant Google vient d'adopter 5 nouvelles langues africaines pour ses opérateurs de traduction. Et ces cas audacieux donnent de l'espoir. Ils sont là pour nous apporter la preuve que la traduction a de beaux jours devant elle en Afrique. Il convient de revitaliser les secteurs d'activité de ce métier en expansion et d'institutionnaliser les cours et les formations en traduction et en traductologie dans les universités, les instituts professionnels et centres de perfectionnement administratif. Pour une traduction de qualité dans les organismes africains, il faut qualifier le personnel traduisant, l'outiller pour le rendre plus performant et veiller constamment à l'évolution d'un métier qui se réinvente constamment. La nécessité politique de la traduction en Afrique. La traduction a un grand rôle à jouer en Afrique. Nous savons tous l'étendue des conflits en cours en Afrique. Pour une grande partie, ils perdurent par manque de dialogue, par manque de communication entre des communautés qui se regardent en chiens de faïence. Pour son propre bien et pour la survie de ses enfants, l'Afrique a tout à fait intérêt à asseoir une politique continentale de traduction. L'intercompréhension des Africains à partir des langues africaines de grande diffusion et des langues européennes doit être perçue comme une nécessité vitale pour les dirigeants. Traduction, terminologie, lexicographie, le futur de la traduction en Afrique. Au terme de cette rapide analyse de la traduction en contexte africain, que pouvons-nous retenir? Le besoin de traduction existe en Afrique et en fait, il s'agit d'un marché gigantesque, très porteur.
Il est aussi important sur le plan économique que sur le plan culturel ou stratégique. Sur le plan culturel, nous pouvons penser à toutes les monographies, les dictionnaires lexicographiques, les inventaires terminologiques et les ouvrages de traduction que l'on pourrait faire si l'on acceptait de se donner les moyens. La matière est là, elle est inépuisable. Ce serait un travail de longue haleine dont les centres de recherche et les universités pourraient se saisir. Le grand nombre de langues africaines pourrait, avec la richesse des expériences culturelles africaines, enrichir les corpus et lexiques déjà existants. Le lexique de la mer et de la pêche des populations lébou de la côte dakaroise peut ainsi venir enrichir la connaissance des réalités halieutiques mondiales, de même que l'expérience des chasseurs malinqués de l'Afrique de l'Ouest, avec leur grande connaissance de la nuit et du nom de tous les êtres vivants et de leurs caractéristiques spécifiques, peut contribuer à une meilleure connaissance des réalités africaines. Sur le plan scientifique, le vocabulaire en langue africaine existe, mais il n'est pas assez connu pour être traduit. Cela a tout de même retenu les efforts de l'universitaire Marcel Diki Kidiri, qui a publié en 2008 aux éditions Cartala le vocabulaire scientifique dans les langues africaines pour une approche culturelle de la terminologie. Dans cet ouvrage ambitieux, les terminologues africains réunis tentent d'apporter la preuve de l'existence de la science dans les langues africaines. Les concepts les plus pointus comme ordinateur ou logiciel pouvant en effet être traduits, le livre nous donne l'exemple du Wolof qui traduit la notion de clavier par le terme lalou araf, qui décomposé donne lal, qui équivaut à li, ou qui introduit la notion de personnification, et araf qui renvoie au caractère. Lalou araf, c'est-à-dire la table sur laquelle se déposent les caractères ou le lit sur lequel on met les caractères. De même, la touche que l'on doit presser pour faire sortir le caractère est appelée en Wolof Bessou, que je décompose de cette façon. Bess, presser ou action de. Bessou, c'est-à-dire la chose que l'on doit presser pour faire sortir le caractère. Et ça équivaut à touche en français. D'autres langues africaines sont aussi pertinentes pour témoigner de la richesse scientifique du continent et le livre en question nous le montre bien. Il s'agit du Sango de Centrafrique, du Lingala des deux Congos. C'est sans parler du Swahili. Ces quelques exemples montrent l'urgence de recueillir les connaissances africaines consignées dans les langues nationales pour le profit des Africains. Un travail de longue haleine attend donc des hordes de lexicographes, terminologues et traducteurs pour une meilleure connaissance des richesses scientifiques de l'Afrique. Le futur de la traduction en Afrique est ainsi radieux si la volonté est prise de se donner les moyens nécessaires pour procéder à une recherche exhaustive de toute la richesse des langues africaines en vue de leur traduction et de leur insertion dans le circuit mondial. Les efforts doivent être faits à plusieurs niveaux. Au niveau universitaire, la traduction doit être perçue comme une discipline de choix qui doit être offerte aux étudiants de lettres et de sciences humaines. Son ancrage universitaire doit être considérablement renforcé avec des débouchés plus attractifs et des temps de formation plus courts pour avoir des carrières plus longues. Il faudrait chercher à avoir des rapports plus poussés avec les universités d'Afrique et du monde. Au niveau des États, chaque État a une politique de traduction. Il serait bon d'uniformiser ces différentes politiques et de permettre à la traduction africaine d'utiliser des outils standardisés. Un cadre juridique communément accepté devrait également être proposé pour encadrer le secteur. Des plans de carrière devraient être proposés pour attirer et retenir les meilleurs traducteurs. Au niveau des instituts, centres de recherche et initiatives personnelles, c'est à ce niveau que nous faisons référence au réseau LTT. Ce regroupement d'universités, d'enseignants-chercheurs et de bonne volonté joue un rôle fondamental dans la formulation d'une politique mondiale de la traduction. Il faut saluer les efforts de ce réseau qui fédère les travaux des chercheurs de tous horizons sur la question de la linguistique.
Sa présence sur tous les continents donne l'espoir qu'il pourra tisser une toile mondiale qui pourra travailler sur une base régionale. Il pourra ainsi être possible d'avoir des réseaux régionaux qui consacreront leurs travaux aux réalités linguistiques de leur zone pour les confronter à celles des autres zones lors des colloques et congrès annuels. Au moment où nous nous apprêtons à refermer cette conférence, il m'est particulièrement agréable de témoigner publiquement ma gratitude aux organisateurs de cette belle rencontre. Je veux nommer ici Madame Yana Altmanova et Monsieur Manuel Celio. Je suis heureux de les féliciter pour la belle idée, mais aussi et surtout pour la parfaite réussite d'un événement aussi important dans les circonstances difficiles que tout le monde connaît, avec la pandémie qui ne nous a pas permis de nous retrouver en présentiel. Grâce à leur appui et leur sollicitude, je suis devenu un adhérent du réseau LTT, auquel j'ai également fait adhérer mon université. Puisse-t-il trouver ici l'expression de mes remerciements et la marque de ma disponibilité la plus grande, accompagnée de la reconnaissance de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Je vous remercie.